Hello à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 6 de la nouvelle ère de ce podcast From Shame to Fame, ce podcast cultissime. Et aujourd'hui, j'ai envie de revenir sur le core de ce que je propose, c'est-à-dire le cœur de mes accompagnements. Bien sûr, je vous accompagne à créer un business rentable. Ça, c'est déjà hyper important pour moi. C'est mon objectif et c'est mon orientation cette année, la rentabilité de ce que vous créez. Mais surtout, ma zone de génie à moi, c'est la création d'une marque culte. Et j'avais vraiment envie de revenir sur ce qu'est une marque culte pour moi et ma spécificité par rapport à ça. Parce que, eh bien, je pense qu'il y a plein de gens qui ne savent pas ce que ça veut dire marque, qui ne savent pas ce que ça veut dire culte et qui ne savent pas ce que ça veut dire branding. Donc, j'ai envie de vous partager de ma vision aujourd'hui parce que un business, eh bien, tout simplement, ça vend des offres et des produits et c'est super. Mais une marque culte, ça vend une appartenance, une vision, une esthétique, une tension et une destination. Je vous donne un exemple. Vous pouvez aller acheter, je ne sais pas, une crème de chez Aven ou de chez une marque, je ne sais pas quoi, à la pharmacie. Est-ce que Aven est une marque culte? Je suis pas sûre. En revanche, vous allez aller acheter une paire de baskets chez Nike. Tout de suite, votre imaginaire va aller ailleurs. Nike, il y a tous les spots de pub, il y a Michael Jordan, il y a tous les sportifs, il y a tout ce que ça ouvre à l'intérieur comme imaginaire. Que Aven, qui n'est pas tout à fait culte, n'ouvre pas forcément. C'est-à-dire que sur Aven, on est sur une marque qui sert à quelque chose et on est sur l'efficacité du produit, alors que sur Nike, on est dans l'imaginaire, on est dans la créativité, on est dans l'infini des possibles. Just do it. On est dans une appartenance. Donc en fait, aujourd'hui, pour moi, pardon, il y a beaucoup d'entrepreneurs francophones qui construisent leur business uniquement sur leur personnalité et sur leur expertise. Et c'est super, le contenu, l'énergie, ok. Mais ces entrepreneurs ne construisent pas suffisamment un univers qui permettrait à leur marque de vivre au-delà d'elle. Et en fait, moi, j'ai cette ambition et je pense que c'est lié beaucoup à mon parcours artistique, bien sûr. J'ai toujours eu ces grands rêves d'ambition, d'être une star, qu'on se souvienne de moi. Voilà, moi j'adore Madonna, vous le savez, Lady Gaga, etc., Michael Jackson. Au-delà des personnes, Madonna, Lady Gaga, Michael Jackson, il y a une marque. Aujourd'hui, Michael Jackson est mort, mais il reste Michael Jackson. Il incarne tout un univers, une époque, euh, des costumes, une manière de parler, une manière de danser, une manière de penser la musique. Il incarne un univers de marque. Ok? Donc une marque culte, ce n'est pas le culte de la personnalité. Et ça, c'est quelque chose, je pense que beaucoup d'entre vous ne comprennent pas. C'est qu'en fait, vous construisez vos business sur qui vous êtes. Or, pour que votre business aille beaucoup plus loin, il faut comprendre que votre business, il a une entité à part entière. Et c'est ça qui va devenir la marque. Et cette entité marque, elle a une envie, elle a une direction à prendre et elle vous dépasse en fait. Et du coup, le problème pour les personnes qui sont vraiment, qui ont basé leur business sur leur personne, c'est pas forcément d'être visible, c'est que comme tout repose uniquement sur vous, dès que vous êtes fatigué, il n'y a plus de marque. Dès que vous changez, vous avez l'impression que tout doit recommencer et que vous devez tout changer. Si vous n'êtes pas suffisamment visible, vous n'allez pas faire de vente. Si vous n'avez pas envie de parler de vous, de votre histoire, du coup, pareil, vous n'allez pas pouvoir créer ou en tout cas les gens vont partir. Et si vous êtes dans la quête de validation par l'exposition à travers votre marque, les gens qui vous aiment plus ou les gens qui vous valident pas
vont partir. Du coup, vous êtes toujours tributaire de l'extérieur, alors que votre marque, elle existe par elle-même. Elle n'a pas besoin de vous pour se développer. Alors évidemment, avec un gros bémol, parce que au départ, quand on crée notre marque, elle a grave besoin de nous. Il va falloir bosser, il va falloir implémenter, et il va falloir aussi être intelligent et poser les bonnes fondations. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait là dans le Seven Figures Bootcamp, et c'est incroyable, cet espace est incroyable. Donc, une marque culte, c'est une entité qui est plus grande que nous. Donc, elle a ses propres symboles, elle a son propre langage, elle a ses propres codes, ses mythes. La mythologie est tellement importante. Ses propres références culturelles, ses rituels, ses ennemis, ses obsessions, son esthétique et sa promesse existentielle. Euh, je reprends l'exemple de Nike. Nike et Adidas ne véhiculent pas la même chose. Et c'est intéressant. Pourtant, on a des symboles sur les deux. On a les 3 bandes pour Adidas. Ça, c'est le truc qu'on va reconnaître tout de suite. Et on a la virgule pour Nike. Mais ça ne véhicule pas en termes ni de branding, ni de possibilité, la même chose. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que j'ai vu une campagne pour Adidas il n'y a pas très longtemps, justement, où Adidas est en train de changer justement de direction en infusant dans ses nouvelles campagnes de pub autre chose que des sportifs pour s'ouvrir à la culture Adidas. Où est-ce qu'on a retrouvé Adidas chez des euh, artistes de hip-hop? Où est-ce qu'on a retrouvé Adidas chez des danseurs, etc., etc. Ok. Donc c'est beaucoup plus vaste qu'une marque de sport et il y a une envie d'ouvrir à la street culture. Donc une marque culte, c'est un monde concret et dans lequel les personnes ont envie d'entrer. Je continue avec mon exemple du sport. Vous pouvez ne pas être sportif et rêver d'avoir des Adidas. Et quand vous allez acheter vos Adidas, vous avez l'impression d'être Missy Elliott peut-être, ou vous avez l'impression de faire partie de ce monde-là. De la même manière, j'ai vu une campagne pour Zara, donc Zara qui a été un peu en perte de vitesse et qui finalement travaille avec Bad Bunny, donc Bad Bunny qui cartonne sur sur la planète entière et qui en fait a élevé le statut, on va dire, de la culture latine-américaine, latino et espagnole dans le monde. Et du coup, Zara, qui est une marque espagnole, évidemment, a fait de Bad Bunny son égérie et du coup, forcément, les gens qui vont acheter du Zara vont avoir envie d'appartenir au monde de Bad Bunny. Ou en tout cas, les fans de Bad Bunny vont peut-être être plus susceptibles d'acheter du Zara pour être encore plus proches de leur star. Et je vous entends déjà, peut-être que vous êtes en train de juger ça, peut-être que vous dites oui, mais moi j'ai pas besoin, nanana. Mais en fait, on a tous nos trucs avec ça. On veut tous appartenir. Le sentiment d'appartenance, ça fait partie de l'être humain. Et donc, une marque, c'est un monde dans lequel on a envie d'entrer. Les personnes qui entrent dans un univers de marque, ils veulent pas seulement acheter un produit, ils veulent vraiment appartenir à cette destination que le produit propose. Je reprends, just do it. Il suffit que tu te mettes à faire un peu de sport et tu peux devenir un athlète reconnu. Tu peux devenir inoubliable. Tu peux devenir comme Michael Jordan pour Nike. Je vous donne un exemple par rapport à cette idée de destination. Quand je suis chez moi et que je décide de partir quelque part, je me dis tiens, je vais aller aux États-Unis. J'hésite entre aller à Miami en Floride ou aller à Los Angeles en Floride. Je ne vais pas aller à Miami pour la même raison que je vais aller à Los Angeles. À Miami, je vais découvrir le soleil, le bon vivre de la Floride, les Everglades, la culture latino, la chaleur, les crocos, les palmiers, les dauphins, l'humidité, l'excès, les couleurs dans tous les sens et le fantasme un peu tropical de la Floride.
Si je choisis d'aller à Los Angeles, tout de suite, l'imaginaire de Los Angeles, c'est le cinéma, la célébrité, Hollywood, le bien-être, les voitures, l'ambition, la Californie, le culte du corps, Venice Beach, le rêve américain, tout est possible, etc. Même si ces deux villes sont aux États-Unis, je ne vais pas aller dans ces deux villes pour la même raison. Et en fait, pour une marque, c'est exactement la même chose. Si vos clients ne savent pas dans quel monde vous allez les emmener, mais ils vont pas avoir le désir d'aller avec vous en fait. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça crée du flou. Et aujourd'hui, et pourquoi est-ce que je vous fais cet épisode? C'est parce qu'en fait, pour moi, aujourd'hui, euh, à l'ère de la surinformation, l'élément différenciant va être l'audace de créer quelque chose dont les gens se souviennent, voire qui les dérange. Ok. Et je sais très bien que la culture francophone a beaucoup de mal avec l'univers de marque parce que en France, il y a une méfiance envers l'excès. On est aussi éduqué dans quelque chose où il faut pas en faire trop, faut pas être ridicule, faut pas être perçu comme prétentieux, faut pas parler de ci, faut pas se montrer comme ça. Et il y a une telle valorisation de l'intelligence et du discours de fond que finalement on sous-estime l'image, on sous-estime le mythe et on sous-estime l'expérience. Alors, c'est vrai qu'en France, moi j'adore la culture française, j'adore cette subtilité, j'adore la manière dont on est élégant, la distance qu'on a, mais par contre, euh, c'est devenu une identité qui est très figée. Et finalement, il y a très peu de personnes qui prennent un risque. On n'est pas du tout dans la même exposition que certains Américains ou vraiment d'y aller à fond sur certains trucs. Il y a très peu de gens, d'ailleurs, en France, dans les artistes francophones, qui font de vrais spectacles, à part Johnny Hallyday qui faisait des spectacles où il arrivait en Harley au Stade de France ou Juliette Armanet qui a vraiment créé quelque chose d'hyper chiadé. Il n'y a pas tant que ça. On est encore un peu dans la culture, en tout cas pour les artistes musicaux, de la sobriété, de machin. Et je ne dis pas que c'est pas bien, mais à mon sens, en tout cas, moi, c'est pas forcément ma vibe. Moi, j'aime la réflexion. Moi, j'aime le concept, en fait. Moi, j'aime me dire, quand je vais voir un artiste, que cet artiste a pensé beaucoup plus loin que simplement l'écriture de sa chanson. Il amène tout son univers avec lui et il nous emmène dans son univers. Du coup, en France, on a plus de mal avec la polarisation parce qu'on a peur que tout le monde nous tombe dessus. Donc, on est un peu une société de bien-pensants. Faut pas dire un mot plus haut que l'autre. Voilà. Et on se prend des tonnes d'injures dès lors qu'on dit quelque chose qu'on pense. Donc, c'est quand même une réalité aussi. On a du mal avec la mise en scène, on a du mal avec le storytelling assumé. Faut pas crâner, faut pas se vanter, faut pas raconter trop sa vie, faut avoir de la pudeur. Une fois, quelqu'un m'avait dit, mais toi, t'as pas de pudeur. Mais moi, j'ai énormément de pudeur. Par contre, je sais où se place ma pudeur et maintenant, moi, j'adore m'exposer. Enfin, c'est mon rôle d'artiste et c'est mon rôle d'entrepreneur d'emmener les gens avec moi, en fait. La provocation, on a du mal avec la provocation et on a du mal tout simplement avec la création d'univers. Et ça, je pense que c'est parce qu'on confond la création d'un univers avec la manipulation ou le fantasme ou l'illusion. Je pense que c'est lié au fait qu'il ne faut pas trop rêver. Non, mais il ne faut pas trop rêver. Et c'est sous-jacent, je pense. Et du coup, on confond aussi l'esthétique avec la superficialité. On confond les grosses effluves et les grands spectacles avec la superficialité aussi et avec le manque de profondeur. Du coup, avoir une personne qui ose s'exposer, eh bien, ça peut être une puissance symbolique hyper forte et c'est pas parce que quelqu'un ose se montrer dans toute sa puissance que tout à coup ça devient le culte de la personnalité. En France, on a grave peur des gourous. On a grave peur des sectes. Pourtant, si on regarde, enfin, toutes les religions sont plus ou moins des sectes quand même, et il y a toujours un gourou quelque part. Mais du coup, je pense qu'on n'assume tellement pas ça que du coup, on a peur d'y aller. Et c'est ce que j'ai exploré cette semaine. Moi, clairement, aujourd'hui,
mon mastermind s'appelle The Cult et je suis le gourou de ma secte et il n'y a pas de problème. Et en fait, je pense que d'assumer pleinement ça, c'est aussi ce qui me permet d'avoir cette touch qui est différente par rapport à plein d'autres personnes qui font la même chose que ce que je propose. Par exemple, ben voilà, un exemple parfait pour moi, c'est Daft Punk en francophone. Daft Punk, ils ont fait l'inverse du culte de la personnalité puisqu'ils sont masqués avec des casques de moto. Alors avec quand même tout un univers, ils ont quand même créé le mouvement de la French Touch et en retirant leur visage, donc personne ne sait qui sont les Daft Punk, alors sauf, si vous êtes musicien, vous savez qui sont les Daft Punk, mais la plupart des personnes ne savent pas qui sont les Daft Punk. Et en fait, c'est comme ça qu'ils ont pu donner de l'amplification à leur monde. Ils ont joué avec ça et c'était très osé à l'époque. À une époque où en fait on n'a que des personnes qui montrent leur visage, ne pas montrer leur visage, c'est ce qui a fait leur succès, presque plus que la musique en fait. Ça a vraiment révolutionné quelque chose. Donc du coup, les casques, les robots, le futurisme, la French touch, la nuit, les lumières, le mystère, l'électro, la vibe musicale, évidemment, ils sont très doués, hein, bien sûr, mais aussi le fait qu'ils soient devenus extrêmement rares. Il n'y a pratiquement aucune interview des Daft Punk. Ils n'ont jamais fait de buzz médiatique. Eh bien, c'est ça qui a créé leur mythologie. Et en fait, parfois, on est tellement dans cette quête de visibilité, on est tellement dans cette quête de ah, il faut qu'on me voie, il faut que je parle, machin, etc., que bah, on ne pense pas à quelle est la mythologie derrière. Qu'est-ce qui sert mon message et surtout qu'est-ce qui sert à long terme ma marque. Et je trouve ça hyper intéressant parce que, à mon sens, les entrepreneurs et même les grands entrepreneurs ne considèrent pas suffisamment le branding comme quelque chose de purement artistique et de conceptuel. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui laissent de l'argent sur la table parce qu'elles n'osent pas avoir un propos vraiment artistique et radical comme le font les très grandes marques. Euh, Aujourd'hui, je suis sûre que la plupart d'entre vous, vous êtes bien plus marqués par des pubs que par des coachs en ligne. Ok, vous vous rappelez de certaines pubs extraordinaires qui ont un propos, qui ont pris une direction, plutôt que des coachs en ligne ou des entrepreneurs en ligne. Eh bien, c'est dommage. Ça pourrait être vraiment différent. Il pourrait y avoir tellement plus de fun. Et moi, c'est ça, en fait, qui me fait triper. C'est ce que je suis en train de faire avec Goldie X, par exemple. Mon album, c'est l'album que je suis en train de préparer et toute l'histoire de Goldie X, c'est pas seulement j'enregistre de la musique, etc. Je crée tout un concept et mon envie, c'est que ce projet soit vraiment le terrain d'expérimentation pour que je puisse vous montrer ce qui est possible en fait. Pour que je puisse vraiment incarner cette démarche artistique jusqu'au bout. Et Goldie Hawn, elle a sa propre histoire, elle a sa propre mythologie. Il y a une raison pour laquelle elle parle comme elle parle, elle s'habille comme elle s'habille. Il y a vraiment tout un imaginaire de ouf derrière. Et d'ailleurs, j'ai créé une sorte de Goldie fan club, ou en tout cas, là, comme je repars à Denver, j'ai prévu pas mal de choses par rapport à elle. Et, euh, et vous pouvez, sur le Substack, donc vous pouvez aller vous inscrire et suivre les écrits sur le Substack, mais vous pouvez désormais soutenir Goldie X et avoir les behind the scenes de mon processus créatif par rapport à ce projet. En souscrivant, c'est 8,88 € chaque mois ou 88 € l'année et vous pouvez vous inscrire pour avoir des goodies, pour avoir des behind the scenes, pour avoir des choses en exclusivité et devenir official fan de Goldie X. Je referme ma petite parenthèse. Mais voilà, en fait, pour revenir à Daft Punk, c'est plus que de la musique. C'est devenu une entité, en fait. C'est une entité de folie. Donc, votre marque doit pouvoir à long terme exister sans vous. Et ça, c'est hyper difficile à faire comprendre aux entrepreneurs parce que, en fait, on est quand même très attaché à notre création. Mais moi, si je réfléchis aujourd'hui, cultissime, peut-être qu'un jour,
si j'arrive à créer tout ce que j'ai envie de créer à l'intérieur, parce que c'est carrément une holding, et ben un jour peut-être que je la vendrai, ou en tout cas je vais l'ouvrir à des actionnaires, etc. Et donc là, c'est plus moi qui suis décisionnaire de toutes les choses. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on est très peu à penser aussi loin que ça. Or, si vous ne pensez pas aussi loin que ça, vous allez avoir du mal à développer votre business. Vous devez penser grand pour, bah, pour penser différemment, en fait, tout simplement. Donc, une jolie image ne suffit pas aujourd'hui dans notre monde d'internet, surtout que tout le monde peut faire des images avec l'IA, avec ChatGPT, avec Canva, avec Pinterest, avec voilà. Et je dis pas que vous ne pouvez pas faire d'images avec l'IA, je trouve ça hyper intéressant, ça peut être super et ça peut être votre ligne directrice. Mais le but du jeu, pardon, ce n'est pas de créer une jolie identité visuelle qui soit sympa. On n'est pas là juste pour créer un feed qui soit beau, une image premium, un logo, un mood board. Enfin, ce n'est pas le branding en fait. Ok. Parce que le branding, c'est vraiment encore une fois un univers de marque. Il y a un vocabulaire spécifique, il y a des symboles spécifiques, il y a des choses qui reviennent encore et encore et encore. Il y a une communauté qui se crée autour de la marque. Aujourd'hui, par rapport à Cultissime et par rapport à ce que je crée, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que cette année, j'ai été invitée dans des tas de choses. Et notamment, j'ai été invitée dans un événement extraordinaire qui aura lieu à Cannes avec Val Benoît, qui est une top coach canadienne. Et donc, je vais faire une intervention. Et j'ai été invitée parce que l'année dernière, je suis allée à son événement et que j'ai hurlé, j'ai crié. À un moment, elle posait une question et j'ai crié dans l'événement les orgasmes et la thune, qui est le mantra de Cultissime. Et en fait, elle, c'est ce qui l'a fait kiffer. Elle m'a suivi, du coup, elle a suivi ce que je fais et elle a voulu que je sois à son événement. Parce que j'ai osé nommer quelque chose qui est bold et qui est audacieux et qui est tellement en cohérence avec mon univers. Donc c'est pour ça qu'elle m'invite. Du coup, c'est important de comprendre que votre imagination unique, le concept que vous amenez, votre démarche artistique et votre démarche créative, vos propos seront toujours beaucoup plus forts qu'une simple image de vous en costume. Ok, on n'est plus à cette ère-là. Et ça ne va pas durer. Maintenant, évidemment que vous allez continuer encore et encore à être dans votre posture d'autorité. C'est pas parce que vous créez une image différente, ou c'est pas parce que vous amenez un univers différent que vous n'allez pas être crédible. Et ça a été une énorme prise de conscience pour moi parce que j'ai eu vraiment je pense, il y a quelque chose qui a été confronté dans mes espaces avec une cliente dont la plus grande peur, c'est de ne pas être prise au sérieux. Et en fait, pour moi, eh bien, en fait, c'est exactement là, pour moi, qu'elle n'ira pas là où elle peut aller. Parce que tant qu'elle n'accepte pas de lâcher cette peur d'être prise au sérieux, c'est-à-dire du coup, tu as peur de ne pas être prise au sérieux, fais n'importe quoi 5 minutes. Et comme ça, voilà, sors-toi de ce truc-là. Mais au lieu de ça, en fait, les personnes ont tellement peur de tellement de choses, de ne pas être crédible, de ne pas être légitime, de ne pas être machin, de ne pas être cela, qu'en fait, vous êtes enfermé dans des codes que tout le monde a. Et donc, en fait, vous ne serez jamais, vous ne serez jamais remarqué et vous ne serez jamais remarquable. Parce que tant qu'on reste dans ces peurs d'être pris au sérieux, et bien évidemment, de ne pas être pris au sérieux, on va rester sérieux. Et en fait, est-ce que le sérieux fonctionne? Est-ce que le sérieux empêche la posture d'autorité? Ça, c'est les questions à vous poser. Donc une marque culte, eh ben oui, ça va demander d'avoir du courage parce que vous allez choisir un parti pris, vous allez accepter de ne pas plaire et vous allez accepter de sortir de ce que tout le monde attend. Vous allez oser une esthétique qui est différente, qui peut-être va faire mal aux yeux parfois et vous allez défendre une vision
et prendre le risque du ridicule. Mais c'est une réalité. Bien sûr que quand on crée sa marque, on s'expose. Bien sûr qu'il y a des gens qui vont vous dire que vous êtes ridicule, mais les personnes qui vont vous dire en France que vous êtes ridicule vont vous dire que vous êtes extraordinairement bold et audacieux et que c'est rafraîchissant quand vous allez aux États-Unis. Et en fait, ça aussi, c'est un mode de pensée à la française. Moi, très souvent, et c'est vraiment une question qui est très présente en ce moment, et pourtant je lâche pas l'affaire, en fait, je vois que je suis trop avant-garde pour la France. J'ai amené des choses il y a 20 ans avec mon projet Ruby Brune. On a créé un univers déjà, il y avait un univers de marque qui nous a permis d'aller loin, on va dire, en termes de reconnaissance, mais pas en termes de professionnel. Parce que, à partir du moment où on est arrivé chez les professionnels de la profession de la musique, ils ont cherché à nous façonner. «Ah bah non, faut pas faire comme ça. Ah oui, mais faut pas faire comme ça» et du coup, c'est là qu'on a perdu notre magie et je pense sincèrement, voilà, je parlais de Dolly Parton, qui a refusé, de donner 50 de ses droits à Elvis Presley pour un morceau qu'elle a écrit et c'est grâce à cette décision, eh bien, qu'elle est devenue la Dolly Parton qu'on connaît aujourd'hui parce que en fait, elle est restée fidèle à ses valeurs et moi, j'avais pas cette force de caractère-là, en fait. Je me suis conformée à ce que les professionnels me demandaient et en fait, j'ai complètement dilué ce qui faisait ma force dans, ce que les gens attendaient et ça ne marche pas. Donc c'est aussi ça, sortir de ce que vous pensez que les gens attendent et c'est extrêmement difficile en France et en Europe parce qu'on est une vieille population. On est une vieille culture et ma conviction, c'est que, enfin en tout cas c'est ma vision de ça, c'est que je pense aussi que on se repose sur des codes qui sont obsolètes, enfin qui sont vieux en fait. Donc on est une vieille nation. Et on n'a rien inventé en musique à part la chanson française, mais excusez-moi, mais la chanson française, ou en tout cas l'image de la chanson française adaptée à l'entrepreneuriat, bon ben ça peut être un peu vite fait austère, quoi. Mais voilà, on a inventé quelques trucs qui sont super, en tout cas dans la culture actuelle, la culture urbaine actuelle. Mais par contre, on n'a rien inventé en hip-hop, on n'a rien inventé en rock, en musique, en culture, en art contemporain, enfin voilà, les grands artistes sont plutôt anglo-saxons et je pense, à mon sens, que du coup on s'accroche à des choses qui ont 100, allez 80, 100, 200 ans, on s'accroche à notre intellectualisme, on s'accroche au fait que les gens qui sont partis aux États-Unis sont partis de l'Europe, de la France, mais en fait, là-bas, ils y ont créé autre chose et ça, ici, pour nous, c'est difficile de créer autre chose. Et pour moi, le c'est le shift qu'on doit opérer et je pense que les entrepreneurs ont, une révolution à faire et ont une place, en tout cas dans l'accompagnement, les coachs et l'image, on a une place et les artistes, bien sûr. Mais vous n'êtes pas forcément artiste si vous écoutez ce podcast. Enfin, en tout cas, si vous l'êtes à un certain degré, en tout cas, il faut révéler votre part artistique. Et si vous ne savez pas la révéler, bah, c'est là qu'il faut venir travailler avec moi, parce que ça, je suis bonne pour ça. Donc, le luxe, parce qu'en France, on se targue, on dit oui, mais en France, c'est le luxe, oui, mais regarde les codes du luxe et tout ça, voilà, machin. Oui, OK, mais avant de devenir les codes du luxe aujourd'hui, le luxe en France a été une révolution. Quand Coco Chanel, elle a sorti, le pantalon, ça n'existait nulle part. Le pantalon pour les femmes, le tailleur pour les femmes avec un pantalon, ça n'existait pas. C'était une révolution culturelle. Mais aujourd'hui, on prend ces révolutions-là et on copie ces codes-là comme si ça avait toujours été la même esthétique. Or non, l'espace, la sobriété, l'élégance, les typographies fines, le beige, le noir, l'or, le silence, le minimalisme et la rareté, en fait, c'est quelque chose qu'on appelle aujourd'hui les codes du luxe, mais au départ, c'était une désobéissance à autre chose.
On était dans quelque chose de très baroque, de très flonflon, voilà, avec plein, plein, plein de fioritures partout. Et on est passé à quelque chose d'épuré. En soi, c'était une révolution. Maintenant, aujourd'hui, la révolution est peut-être ailleurs. C'est pas parce que vous voulez faire du premium que vous devez forcément avoir une marque minimaliste et avoir une marque avec de l'or et du noir. Enfin, what the fuck? C'est toujours un peu la même chose quand même. Donc, le but, c'est que si vous n'essayez pas et n'osez pas fonder de nouveaux codes, vous allez être noyé dans la masse de la masse de la masse des gens qui reprennent toujours exactement les mêmes codes que vous. Du coup, c'est là aussi où pourquoi mon mastermind s'appelle The Cult, parce que dans Cult, il y a culture, et c'est à vous de ramener votre culture. Qu'est-ce qui vous touche? Qu'est-ce qui vous a marqué comme musique? Qu'est-ce que vous avez vu comme film qui a été une révélation pour vous? Et comment vous pouvez tisser des choses qui, au premier abord, n'ont pas l'air d'avoir grand-chose à voir avec ce que vous faites, et c'est pas l'important, parce qu'encore une fois, ce qui va être important, c'est de créer un univers et de sortir de l'illustration de votre expertise pour incarner en fait euh, le message qui peut être conceptualisé comme peuvent le faire une très grande campagne de pub, ou comme on a une réflexion quand on va faire le clip d'un artiste, ou quand on va faire une vidéo ou une pub ou une image pour, euh, pour une grande marque. Il y a toute une réflexion. Il y a des personnes qui réfléchissent avec des concepts qui vont proposer des idées différentes. Mais nous, en fait, en tant qu'entrepreneurs, on ne prend pas le temps de faire ça. Or, ça, c'est tellement puissant et tellement intéressant, cette réflexion et cette recherche créative. Et c'est ça le branding. C'est pas j'ai un joli logo, j'ai 3 couleurs, j'ai une police d'écriture et blablabla. C'est pas ça le branding. Le branding, c'est une démarche, c'est une réflexion par rapport à ce que je veux dire. Donc, une marque culte, c'est une révolution. OK? Moi, je travaille avec des femmes révolutionnaires. Si vous voulez pas faire la révolution, évidemment, c'est pas avec moi qu'il faut travailler. Si vous voulez pas être exposé, c'est pas avec moi qu'il faut travailler. Si vous voulez pas vous mouiller un peu et aller dans quelque chose qui va créer de l'inconfort, c'est pas avec moi qu'il faut venir travailler. Parce qu'une marque culte, c'est pas seulement une esthétique, c'est une révolution émotionnelle, c'est une révolution politique parfois, c'est une révolution spirituelle, culturelle, entrepreneuriale et existentielle. Ok? Et c'est vraiment dans le monde actuel, mon industrie actuelle, son univers ne suffit pas. Moi, voilà ce que je propose. J'apporte ce qui manque. J'apporte quelque chose qui n'a jamais été fait. Et moi, c'est ça où je, je sais qui sont mes clientes idéales pour ça, parce que mes clientes idéales, c'est pas juste des personnes qui veulent avoir un truc, non, 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 elles sont ambitieuses en fait. Elles sont artistes dans l'âme. Elles veulent créer un mouvement, une signature, une mythologie. Elles veulent que les gens racontent leur histoire. Moi, j'ai des mentors, je raconte leur histoire. Je fais, ouais, mais attends, mais elle, attends, oh, mais c'est dingue son histoire, etc. Elles veulent une expérience et elles veulent surtout une rupture avec quelque chose. Et c'est bold, c'est bold. Qu'est-ce qui vous empêche de créer votre marque culte? Eh bien, tout simplement, c'est la validation et d'être une junkie de la validation. Parce que pour créer une marque culte, on doit arrêter d'être dépendant du regard extérieur. Donc au début, on va pas tester des choses parce que très souvent, on a peur d'être incomprise, moquée, critiquée, trop intense, jugée, on est trop bizarre, je suis trop prétentieuse, je suis trop provocante. Et justement, toutes ces peurs-là, dans une marque culte, au lieu de se dire j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, on va dire ok, bah oui, je le suis. Ah, tu me traites de gourou, mais bien sûr que je suis un gourou. Ah, je suis trop provocante, bah, je vais l'être encore plus. Ah, tu me trouves trop bizarre, bah, je vais être encore plus chelou. Ah, j'ai peur d'être incomprise, ben, je m'en fous, est-ce que j'ai besoin d'être comprise en fait? Et ça, c'est ce qui fait la différence entre la chanteuse qui sort un single et Madonna. Voilà.
On doit, encore une fois, une marque culte, c'est aussi une initiation en soi parce que tu dois accepter de faire fi de toutes tes peurs et de tout ce que les gens pourraient penser de toi. Est-ce que tu veux ton business à 7 chiffres et créer ton empire ou est-ce que tu veux juste avoir un petit truc qui est un no business en fait? Et ça, c'est tellement intéressant et tellement important aussi. Donc, la validation, ça crée des petits business et la vision et la l'audace de l'incarner, ça crée une marque culte. OK? Donc voilà. Et puis, pour terminer, j'ai envie juste de dire, j'adore la France, mais on est quand même dans une société de validation. Donc, la France valorise en France, on valorise surtout l'héritage, la littérature, l'esprit, le bon goût, la référence, la légitimité. On valorise un peu l'humour aussi, voilà, mais il faut que ce soit un humour bien consensuel, faut pas que ça vienne trop voler dans les plumes de ce qui pourrait ne pas être bien pensant, etc. Et du coup, ça devient une prison parce que ça empêche l'audace, ça empêche l'invention, ça empêche de déranger. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas déranger. Ça empêche la radicalité. Pareil, combien de personnes disent ah, faut pas être radical. Mais si, tu peux être radical, sois radical. En fait, les gens ne vont pas se reconnaître chez quelqu'un qui est, je disais ça l'autre jour chez quelqu'un, qui est mimou. Tu as la mimole, quoi. Ça suffit. Ça empêche aussi une création de culture qui est plus pop. Ça empêche le jeu, ça empêche la provocation et ça empêche la création d'un imaginaire qui peut toucher le monde entier en fait. Donc on adore, c'est facile en France de valider ce qui est noble. Donc c'est facile de valider quelque chose, ah oui, elle j'aime bien, nanana. Mais en fait, on ne valide pas les idées qui vont révolutionner et quand elles sont en train de naître. Et c'est bien dommage. Donc, pourquoi est-ce que tu veux une marque culte? Et ça, c'est quand même important que je te le dise. Pourquoi c'est important d'avoir une marque culte? Tout simplement parce que, franchement, avoir une marque culte, tu vas beaucoup mieux vendre et surtout, ta marque, elle va être beaucoup plus pérenne. C'est-à-dire, tu vas créer quelque chose à long terme. Ça suffit, les petits business, en fait. Tu vas du coup magnétiser beaucoup plus les personnes qui sont tes clientes idéales. Tu vas fidéliser aussi beaucoup plus profondément. Enfin voilà, moi je vois avec ma mentor Olivia, ça fait quand même 6 ans que je suis dans son univers, même si j'ai fait des allers-retours. En fait, elle a un univers, elle a une manière de parler, il y a des choses qui restent là et qui font partie de mon quotidien. Je fais partie de sa marque. Donc ça crée de l'appartenance. Ça va réduire ta dépendance au contenu des autres. Et ça va aussi réduire ta dépendance à créer du contenu au quotidien parce que quand tu sais ce qu'est ta marque, tu vas agir beaucoup plus intelligemment et ça va faire mouche beaucoup plus. Ça va augmenter aussi la valeur perçue de ton travail. Ça va te permettre de scaler beaucoup plus parce que tu peux pas scaler quelque chose si tout repose sur toi. Or, si tu as une marque, ça va être beaucoup plus facile de systématiser. Tu vas donner une direction beaucoup plus claire à ta communication. Tu vas créer une esthétique qui reste et tu vas transformer aussi tes clientes en ambassadrices. Les personnes vont parler de toi et de ta marque. Ton business va être mémorable. Donc du coup, une marque culte, eh bien simplement, ça donne une raison à tes clientes, euh, une raison esthétique, mais pas que, une raison identitaire, émotionnelle d'acheter. Et surtout, elles vont vivre une expérience de ouf. Ça va les transformer dans leur vie, dans leur identité, dans leur perception de qui elles sont. Pour moi, c'est tellement important de devenir l'égérie de ta marque aujourd'hui. Et si tu as un problème d'estime de toi ou si tu as du mal à te reconnaître, etc., ta marque va t'aider. Et ça, c'est vraiment ma zone de génie. Chez moi, on travaille l'intérieur et l'extérieur. Mais on ne perd plus 150 ans à rester que sur l'intérieur. C'est bien de travailler sur soi, etc. Mais c'est pas le but. En fait, on travaille, on a des outils pour continuer à avancer quand il y a les choses qui se réveillent à l'intérieur. Ok? Voilà. Donc ça, c'était mon épisode d'aujourd'hui. Je suis extrêmement passionnée par ça. Tout ça pour vous dire que pour créer votre marque culte,
pour vraiment aller dans le sens de tout ce que je viens de vous proposer. Si ça vous parle, mon mastermind est ouvert. The Cult, c'est 6 mois. L'investissement est de 5 000 € pour 6 mois. On se voit toutes les semaines et vous allez créer votre univers de marque. Ça veut dire que vous n'allez plus être reconnaissable du tout à la fin des 6 mois. Ok, vous allez retrouver le fun dans ce que vous faites, vous allez arrêter de faire la girouette et vous allez créer un business pérenne, soutenu par votre marque, soutenu par votre esthétique. Ok. L'autre chose, c'est que si vous avez envie d'être ambassadrice, je dirais même plus égérie de Cultissime, eh bien, j'ai des choses à vous proposer et j'aimerais que vous preniez votre place pour Cultissime Live. Cultissime Live, ça va être une expérience de ouf. Vous allez entrer dans ma tête et dans mon processus créatif pour pouvoir comprendre le vôtre et repartir avec votre branding, votre direction Brand Book 2027. C'est un événement exceptionnel, ça va être du jamais vu. En tout cas, voilà, la manière dont je l'aborde va être extrêmement différente des événements dont vous avez peut-être l'habitude dans l'entrepreneuriat. C'est un autre monde pour créer ton propre monde. Donc ça, c'est top. Et puis voilà, le Substack, si tu veux juste avoir accès au behind the scenes et commencer à voir quel est mon processus de création, rentrer en relation avec Goldie X The Saints, comprendre, avoir les secret tapes de behind the scenes, etc. et entrer vraiment dans un univers, comprendre comment un univers de marque fonctionne, eh bien, je t'invite à t'inscrire. C'est 8,88 € par mois. Voilà, sans engagement ou 88 € l'année. Et ça, c'est sur Substack. Tu as tous les liens dans les notes de l'épisode et j'ai hâte de te retrouver. Vraiment, s'il y a des choses qui t'ont parlé, tag-moi sur Instagram, partage cet épisode, viens m'écrire sur Insta @ayel_waterhouse pour me dire ce qui t'a touché, qu'est-ce qui a fait mouche, est-ce que ça t'a permis d'évoluer. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de From Shame to Fame, the Cultism Podcast.